internationale avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 30 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la réaction du président de l'association Transparency International section Niger relative à la publication de l'indice de perception de la corruption dans le monde. Pour Maman Wada, au Niger, beaucoup reste à faire par rapport à la lutte contre la corruption. Reportage Alouma Massani et Abdouraouf Dayab. L'association Transparency International a publié l'indice de perception de la corruption qui relève la progression et régression des pays du monde dans la lutte contre la corruption. Surtout en cette période de la maladie à coronavirus. Selon toujours Transparency International, la corruption n'est pas seulement une crise sur le plan sanitaire et économique, mais également sur le plan de la corruption. Il est rapporté dans l'indice de perception 2020 que les 2/3 des pays, n'est-ce pas, du monde n'ont pas fait de progrès ou ont fait très peu de progrès par rapport à la lutte contre la corruption. Deuxième chose, c'est que par rapport à la lutte contre la pandémie, les pays qui luttent efficacement contre la corruption, les pays qui sont en avance dans la lutte contre la corruption, c'est le Danemark, la Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas, suivi de Singapour, de la Suède. Et ces pays ont déjà un mécanisme performant de lutte contre la corruption. Ces pays ont donc un système de santé efficace et de la culture de la transparence et de la responsabilité. Donc ces pays n'ont pas connu beaucoup de difficultés par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport à la lutte contre la pandémie. Vous savez que la question de la pandémie touche les marchés publics, puisque les commandes matérielles, la gestion du matériel lui-même, la gestion des produits, et tous ces problèmes-là sont liés à la lutte contre la corruption. Donc ces pays n'ont pas connu de difficultés. Les pays qui sont au bas de l'échelle, sur les 180 pays classés, c'est le Soudan du Sud, la Somalie, suivi de la Syrie, du Yémen et du Venezuela. Ce sont des pays qui sont en guerre ou en crise ouverte, pour qui la lutte contre la corruption est une activité secondaire. Voilà pourquoi ils sont arrivés derniers. Et surtout par rapport à la lutte contre la pandémie, le système de santé n'est pas efficace, le système de santé la gestion n'est pas transparente et la responsabilité n'est pas très engagée. Ce qui fait que ces pays sont au bas de l'échelle. Il constitue la queue dans les 180 pays classés. Selon toujours le président de l'association Transparency International section Niger, beaucoup reste à faire de la lutte contre la corruption. Je dirais que le Niger n'a pas régressé et n'a pas progressé. Cela veut dire que du point de vue de la lutte contre la pandémie, il n'y a pas beaucoup de difficultés. La gestion a été efficiente et efficace. Mais du point de vue de la lutte contre la corruption de manière globale, il y a beaucoup à faire. Donc cette question mérite justement qu'on s'y penche. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. Pouvoir public, citoyens, acteurs de la société civile, tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit mettre la main à la pâte si nous voulons avancer. Et c'est pour ça que justement, nous pensons que s'il y a une véritable mobilisation, on pourra dépasser les 32 points sur 100 qu'on a et le rang de 123e sur 180 pays classés. Je dois dire aussi qu'il est arrivé 25e sur 50 pays africains classés. Donc le Niger peut en tout cas mieux faire
je pense qu'il va mieux faire. La publication de l'indice de perception de la corruption IPS a classé la position de plus de 180 pays du monde. Cependant, la lutte contre la corruption demande l'implication de tous les acteurs pour mettre fin à ce fléau de la société qui remet en cause notre processus de développement. L'un de notre héritage socio-culturel dans cette édition, le clivage de la société entre modernité et tradition est devenu aujourd'hui très persistant. Cependant, quel est l'impact de la modernité sur notre héritage socio-culturel? Relative à cette question, notre reporter s'est entretenu avec Achur Waje, cadre du ministère de la Culture. Nous libérer de la tradition, mais la tradition n'est pas un carcan pour nous. La tradition ne nous a jamais assujettis. La tradition n'assujettit personne. N'est-ce pas? Mais pour être moderne, mais est moderne qui veut? Souvent même, moi je me dis que la modernité est un état d'esprit, n'est-ce pas? Ça dépend de ce que vous comprenez comme modernité, par modernité, n'est-ce pas? De l'autre côté, nous disons que la modernité est l'amélioration des conditions de vie d'un peuple, n'est-ce pas? Maintenant, la tradition, on a dit, c'est la transmission en continu de nos valeurs culturelles, depuis des temps immémoriaux, n'est-ce pas, jusqu'à plus l'infini, n'est-ce pas? Et que ce matériel-là, comment on appelle ça, ce patrimoine immatériel qui est la tradition, n'est-ce pas, est notre identité culturelle. Donc c'est notre miroir. C'est notre miroir, on vient se mirer, n'est-ce pas? Parce que pour aller de la tradition à la modernité, au fait c'est un voyage, n'est-ce pas? Vous voulez aller vers l'inconnu. La tradition c'est déjà maîtrisé, c'est sûr, on sait c'est quoi, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez aller dans le moderne que lorsque vous êtes certain de qui vous êtes, d'où vous venez, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui on dit est-ce qu'il faut se libérer de la tradition pour être moderne? Non. Moi je pense que c'est la modernité qui souffre, n'est-ce pas? C'est la modernité qui en souffre. Vous prenez l'exemple. Moi on est ici à Niamey, n'est-ce pas? Entre parenthèses, le temple de la modernité pour nous Nigériens, Niamey. Quand vous partez, vous voyez les échangeurs, vous voyez ceci, cela, tout ça. Ok, d'accord. Mais le téléphone a un prix. La maison, 2-3 chambres salon, ça a un prix. Le climatiseur a un prix. Le ventilateur a un prix. L'eau a un prix. Il faut payer. Ça, c'est le coût de la modernité. Et si vous voulez être vraiment moderne, vous vous déplacez, n'est-ce pas? Vous êtes femme pour aller à un baptême, à un mariage où tout le monde se retrouve. Vous avez 50 000 francs de salaire, vous allez à un baptême ou à un mariage où les femmes qui ont, ou les hommes qui ont 200, 300, 500, 1 million, ou même des hommes d'affaires, vous êtes obligés, si vous voulez rentrer à l'intérieur de ce cercle-là, il va falloir que c'est encore à Dakar. Donc, il faut aller chercher des tenues qui coûtent vraiment excessivement cher, les porter et puis être avec ces gens-là. C'est le coût de la modernité. Le comité de crise de la section lycée et au collège a convoqué une assemblée qui se tiendra en février. L'annonce a été faite ce matin. Plus de précisions avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Le comité de crise de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, dans une déclaration ce samedi, a rejeté en bloc la gestion du bureau sortant qui est déjà en dépassement de mandat et demande à la section dirigée par Adibis Algoumaret de collaborer immédiatement avec le comité ad hoc pour gérer et prendre en compte toutes les préoccupations des scolaires de la région de Niamey. Nous, membres du comité ad hoc de la section lycée et collège de la région de Niamey, nommés par les 2 tiers des sous-sections de la région de Niamey, décident de pouvoir convoquer l'AG électif le 6 février 2021, Inch'Allah. Et nous invitons tous les sous-sections à pouvoir participer à ces renouvellements, à ces rendez-vous historiques qui ne seraient jamais, que nous allons essayer de pouvoir balayer les traîtres. Albert Einstein le disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Il faut noter que ce comité de crise demande aux autorités en charge de l'éducation de la région de Niamey de prendre leurs responsabilités face à cette crise au sein de la structure locale. Autorité de la 7e République dans cette édition pour évoquer les infrastructures routières baptisées au nom des anciens présidents de la République et chefs d'État. Que signifient ces symboles? Élément de réponse dans ce reportage.
Dans la mise en œuvre des programmes de la Renaissance du Niger, les autorités de la 7e République ont doté notre pays des infrastructures modernes, notamment des infrastructures routières, répondant aux normes standards. Cependant, plusieurs joyaux ont été baptisés pour honorer certaines personnalités qui ont marqué l'histoire du Niger. Après l'échangeur Mali Béro, l'échangeur des martyrs, l'échangeur Jori Hamani et l'échangeur Ali Cheibou. Nassirou Seydou, président de la Voix de Sans Voix, salue cette initiative. Quand vous regardez, a priori, c'est une bonne chose. Mais on peut se poser la question ou se demander sur la base de quels critères ils sont en train de choisir tel ou tel endroit, telle ou telle localité pour tel ou tel nom. Quand vous regardez, à mon humble avis, le dernier qui a été fait pour l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qu'on délocalise jusqu'à Difa, en tant qu'ancien président, à mon avis, non seulement l'aéroport de Difa est trop petit pour porter le nom d'un grand homme comme Tanja Mamadou, et aussi il doit avoir une place à Niamey comme tous les autres présidents de la République, où les gens de Niamey doivent se rappeler de Tanja quand ils regardent ça. D'autre part, quand vous regardez, ce n'est pas visiblement de ça que les habitants ont besoin pour se rappeler des grands hommes. Chaque homme, les populations se rappellent de lui en fonction de ce qu'il a eu à faire de bon ou de mauvais au moment où il dirige la population. Un symbole, c'est vrai, c'est quelque chose. Quand tu passes, tu vas regarder, tu vas dire, bon, celui-là c'est Tanja, celui-là c'est Alger. Mais c'est pas ça le problème. Ou c'est pas ça le bonheur ou le bon souvenir pour le citoyen. Le bon souvenir, c'est que à chaque fois que tu es dans ta chambre, quand il y a une situation qui se présente, qui est contraire à ce que Tanja a fait, ou ce que Alger a fait, ou ce que Kouncha a fait, tu vas te rappeler, ah, voilà, nous avons perdu des grands hommes. Si un tel était là, ça là n'allait pas se passer. Et c'est ce genre de souvenirs qui restent immortalisés dans les mémoires des gens. D'autre part, les autorités de la 7e République devraient revoir leur politique de développement et donner une place importante aux secteurs sociaux de base. C'est bon de baptiser les différentes infrastructures, mais il faut en tenir compte de l'existentiel. Il faut encadrer, il faut asseoir, il faut consolider l'existentiel. L'existentiel, c'est l'intégrité du pays, c'est la santé de la population et l'éducation de la population. En tout ça, là, je pense bien que j'aurais aimé qu'aujourd'hui, le président de la République sorte nous dire que compte tenu de certaines situations difficiles que nous vivons, surtout sur le secteur éducatif, j'instruis l'ensemble du système éducatif de faire une situation, parce qu'il y a une réserve de 30 milliards pour injecter dans le système éducatif. Tout le monde va l'applaudir. J'aurais aimé que le président dise, en réalité, compte tenu de l'état délétère, de l'état de santé de la population, aujourd'hui le plateau technique ne suit pas ce que je suis en train comme infrastructure, eh bien j'ordonne qu'on investisse 30 milliards pour les plateaux techniques, pour les différents hôpitaux, afin que la population puisse en bénéficier. Aujourd'hui, j'aurais aimé que le président dise, malgré ce que l'État a consenti comme effort pour équiper nos FDS, l'État a décidé, compte tenu des contingences actuelles, d'augmenter 30 milliards pour encore garantir les matériels à ces FDS, parce que la situation est telle qu'elle exige. Là, je pense bien que, fut-il l'ennemi du président de la République, fut-il adversaire du président de la République, vous serez obligé de lui reconnaître cet acte de bravoure et de grandeur qu'il a eu à poser. Mais je parle toujours de l'opportunité. Je ne sais pas sous quel calcul politique et politicien, où le président, ça lui restait que 1 mois ou 2 mois, parce que le 2 avril, il doit quitter. C'est à ça là qu'il lance des chantiers d'infrastructures de plus de 2 ans. Allez-y demander qu'est-ce qui se passe au fond et quel est l'objectif essentiel cherché dans cet état de fait, madame. Cette politique de la modernisation des villes et autres localités du pays vise à doter le Niger des infrastructures de pointe et honorer tous les anciens chefs d'État ayant contribué au développement du Niger. Enfin, le gouvernement devrait aussi mettre l'accent sur plusieurs autres secteurs pour un développement durable au Niger.
Venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite par Achir Ouaje, cadre du ministère de la Culture, sur l'impact de la modernité sur l'héritage socio-culturel. Très bonne réception et excellent week-end à tous. La tradition est une transmission en continu de la culture, d'une identité culturelle d'un peuple, n'est-ce pas? Et cette transmission peut être depuis un temps précis, c'est-à-dire depuis la création, si c'est un empire, depuis la création de l'empire, n'est-ce pas? Si c'est un pays, depuis la création du pays, n'est-ce pas? Jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à plus l'infini de la vie de ce peuple-là, n'est-ce pas? Et que cette culture-là, n'est-ce pas, qui est transmise, n'est-ce pas, est une sorte de vecteur de l'identité culturelle de ce peuple-là. Voilà. Si nous prenons l'exemple, par exemple, du Niger, qu'est-ce qu'on peut appeler la tradition, par exemple, du Niger? Mais alors, nous dirons que la tradition du Niger, c'est la transmission de la culture du peuple nigérien depuis la création du Niger, n'est-ce pas, jusqu'à une date infinie, n'est-ce pas? Ce qui fait que ces éléments transmis sont l'identité culturelle de ce peuple-là, l'identité culturelle donc du peuple nigérien. Maintenant, le peuple nigérien, il est subdivisé en plusieurs couches, en plusieurs ethnies, sous-ethnies, tout et tout. Donc, à chaque ethnie, son identité culturelle, à chaque groupe, son identité culturelle, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que cela soit transmis. Quand vous mettez un tuyau dans un robinet, vous ouvrez l'eau, ça coule. Donc, c'est ça, au fait, la métaphore de la tradition qui coule à travers les veines du peuple. Et la modernité, c'est l'amélioration des conditions de vie d'une population, d'un peuple. C'est ça la modernité. C'est-à-dire c'est une sorte de... C'est l'autre pan. Hein? C'est l'autre pan de la tradition en fonction de ce que nous comprenons, n'est-ce pas, par la tradition et en fonction de ce que nous comprenons par la modernité. La modernité, ce n'est ni plus ni moins que l'amélioration des conditions de vie d'un peuple. Si je vais, je prends comme exemple, c'est que dans le temps, moi je sais que si je prends par exemple il y a 100 ans aujourd'hui, la plupart des moyens de locomotion que les gens avaient, là, depuis ce temps-là, n'est-ce pas, c'était pour aller vite, il fallait chercher un cheval, pour aller vite, il fallait chercher une monture, en tout cas animale, n'est-ce pas? Et après, au fur et à mesure qu'on avance, est arrivé le vélo. Quand tu as le vélo, on dit que tu es moderne dans le temps. Après, c'était les motos. Quand tu avais les motos, c'était meilleur. Aujourd'hui, on a les voitures, on a le train, n'est-ce pas? Auparavant, c'était le train à charbon, locomotive. Et maintenant, c'est dans certains pays, c'est des trains, ce qu'on appelle les trains à grande vitesse, les TGV. Ça fait dans une vitesse mais vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment la modernité. Dans le temps, comment on appelle ça, pour communiquer. Hein? Ici, si vous avez un message à envoyer chez vous à Difa, qu'est-ce que vous faites? Mais vous écrivez une lettre. Il n'y avait pas le téléphone. La lettre prend une semaine. Hein? Elle arrive. Et puis là-bas, le destinataire, il prend, et puis il lit, et puis ensuite, il écrit et il vous renvoie. Entre la lettre que vous écrivez et la réponse que vous allez recevoir, ça va faire 2 semaines. Mais aujourd'hui, en 1 minute, vous réglez ça à travers WhatsApp, à travers ceci, à travers cela. Là, WhatsApp, vous WhatsAppez aujourd'hui, mais c'est la modernité. Nous libérer de la tradition, mais la tradition n'est pas un carcan pour nous. La tradition ne nous a jamais assujettis. La tradition n'assujettit personne. N'est-ce pas? Mais pour être moderne, mais est moderne qui veut.
Souvent même, moi je me dis que la modernité est un état d'esprit, n'est-ce pas? Ça dépend de ce que vous comprenez comme modernité, par modernité, n'est-ce pas? De l'autre côté, nous disons que la modernité est l'amélioration des conditions de vie d'un peuple, n'est-ce pas? Maintenant, la tradition, on a dit, c'est la transmission en continu de nos valeurs culturelles depuis des temps immémoriaux, n'est-ce pas, jusqu'à plus l'infini, n'est-ce pas? Et que ce matériel-là, comment on appelle ça, ce patrimoine immatériel qui est la tradition, n'est-ce pas, est notre identité culturelle. Donc c'est notre miroir. C'est notre miroir, on vient se mirer, n'est-ce pas? Parce que pour aller de la tradition à la modernité, au fait c'est un voyage, n'est-ce pas? Vous voulez aller vers l'inconnu. La tradition c'est déjà maîtrisé, c'est sûr, on sait c'est quoi, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez aller dans le moderne que lorsque vous êtes certain de qui vous êtes, d'où vous venez, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui on dit est-ce qu'il faut se libérer de la tradition pour être moderne? Non. Moi je pense que c'est la modernité qui souffre, n'est-ce pas? C'est la modernité qui en souffre. Vous prenez l'exemple. Moi on est ici à Niamey, n'est-ce pas? Entre parenthèses, le temple de la modernité pour nous Nigériens, Niamey. Quand vous partez, vous voyez les échangeurs, vous voyez ceci, cela, machin, tout ça. Ok, d'accord. Mais le téléphone a un prix. La maison, 2, 3 chambres, salon, ça a un prix. Le climatiseur a un prix. Le ventilateur a un prix. L'eau a un prix. Il faut payer. Ça, c'est le coût de la modernité. Et si vous voulez être vraiment moderne, vous vous déplacez, n'est-ce pas? Vous êtes femme pour aller à un baptême, à un mariage où tout le monde se retrouve. Vous avez 50 000 francs de salaire, vous allez à un baptême ou à un mariage où les femmes qui ont, ou les hommes qui ont 200, 300, 500, 1 million, ou même des hommes d'affaires, vous êtes obligés, si vous voulez rentrer à l'intérieur de ce cercle-là, il va falloir que c'est encore à Dakar. Donc, il faut aller chercher des tenues qui coûtent vraiment excessivement cher, les porter et puis être avec ces gens-là. C'est le coût de la modernité. Sinon, dès que tu arrives avec la tenue mi-figue, mi-raisin là, on ne te verra même pas. Et même si on te voit, c'est avec des railleries. Ah, tu as vu un tel, tu as vu une telle. Oh, tu as vu ce qu'il a porté là. Oh, ça c'est vieux jeu, machin, tout ça là. Vous voyez, on compare la vie d'un traditionnaliste qui vit au village, n'est-ce pas, et qui se fout pas mal vraiment de l'état moderne de quelqu'un qui est en ville. Ah ouais. C'est vrai qu'il est contaminé, souvent il arrive d'avoir un téléphone, il n'est pas tactile, il est juste avec les touches, comment on les appelle là, n'est-ce pas? Simple. Alors, on l'appelle, ah oui, allô, ça va, oui, bon, oui, on a eu baptême, il y a eu décès, et puis ça s'arrête là. Voilà, et l'état il dépose. Souvent il enlève la batterie, c'est quand il veut appeler quelqu'un, il met la batterie. Si toi tu cherches à les joindre, vraiment c'est difficile. Et il y en a beaucoup qui ça, ok? Bon, maintenant, lui il reste là-bas chez lui au village et moi. Vous êtes en ville, avec tout ce que j'ai cité là. Ah ouais? Le mois fini, vous payez l'eau, il ne paye pas l'eau. Vous payez l'électricité, il ne paye pas l'électricité. Vous payez le loyer, lui il est chez lui, il ne paye pas. Vous payez la climatisation, il s'en fout parce que le soir, il y a l'air ambiant qui vient. Vous voyez? Donc vraiment, moi je trouve que la modernité, c'est une robe que quelqu'un accepte de prendre et de porter maintenant, quitte à lui donc de gérer les pics qui sont à l'intérieur. Voilà. Mais la modernité a là c'est vrai, la modernité a de grosses conséquences vraiment sur l'héritage. C'est notre héritage immatériel, notre culture, n'est-ce pas? Parce que la modernité, c'est ça qui fait qu'on oublie l'essentiel, hein, de là où on venait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un de la ville. Alors, les gens ont beaucoup de difficultés à aller au village. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas ou ils ne pouvaient même pas se conformer aux choses les plus élémentaires. Même le manger, ils trouvent que c'est dégueulasse. C'est ça que son père et sa mère ont mangé avant de se retrouver et puis lui voilà, n'est-ce pas? Hein? Même le manger, ils trouvent que c'est dégueulasse. Hein? Deuxièmement, quand tu es en ville, tu oublies les règles les plus élémentaires de la vie, qui sont aujourd'hui une garantie, une sécurité dans le village. Les rapports sociaux, n'est-ce pas?
les rapports sociaux. Quand on est en ville, on oublie. Et comment on appelle ça? Comme on dit en Hausa, Zumunti, en ville, il est cassé. Vous êtes en ville, vous êtes là à Niamey, avec quelqu'un, vous êtes cousin, le père, la mère, même père, même mère, mais vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous croiser à Niamey. Et ici, en ville, tant qu'il n'y a pas mariage ou baptême ou décès, les gens ne se retrouvent pas. Et il y a même un courant aujourd'hui qui dit que même se retrouver pendant ces cérémonies-là, c'est pas bonne chose, c'est haram, n'est-ce pas? Donc, ça fait encore que les gens s'étirent, ils s'éloignent les uns des autres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple du village, on dit qu'il y a mariage, mais tous les villages environnants sur un rayon de 5-10 km, tout le monde est là. Ils se retrouvent. La convivialité est là. Si c'est un décès, c'est tout le monde qui pleure. Ici à Niamey, dans une ville, pas seulement Niamey, même Maradi, même Zender, ainsi de suite, mais à une moindre proportion. N'est-ce pas? Les décès ne sont sus que par des trucs. Il faut regarder la télé, mais celui qui n'a pas la télé, il faut voir WhatsApp, celui qui n'a pas WhatsApp, il faut être dans un groupe, celui qui ne veut pas être dans un groupe. Alors comment ça va se passer? Ça, c'est la modernité. Là-bas au village, dès que ça fait clean, tout le monde est au courant. Il y a un système de transmission là, vraiment traditionnel et qui fonctionne très bien et qui est là. Voilà. Mais celui qui est en ville, il connaissait ça, mais il l'a perdu de vue. N'est-ce pas? Ouais. Même la tradition fait que... non, la modernité fait qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas le français, si tu ne parles pas l'espagnol, si tu ne parles pas l'anglais, si tu ne parles pas ceci, tu es vieux jeu. Has-been, tu es dépassé. Non, non, la tradition n'est pas en péril. Hein. Moi, je trouve que la tradition n'est pas en péril. C'est vraiment l'homme qui est en péril. Ah ouais. C'est l'homme qui est en péril. La tradition, elle est là. Immuable. Si tu ne viens pas, c'est ton problème. Voilà. Donc, c'est plutôt l'homme moderne qui souffre aujourd'hui. C'est l'homme moderne qui souffre. Hein? Ah oui. Maintenant, c'est l'homme moderne qui doit se dire, il doit se réaliser que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut plutôt, plus on avance, on fait 1 pas, 2 pas, avant le 3e, il faut retourner, il faut regarder derrière soi. Il faut toujours se ressourcer, il faut toujours se ressourcer, il faut toujours se ressourcer. La tradition, c'est une mare permanente. Donc tout le temps, on peut venir prendre l'eau, boire, se désaltérer et puis continuer son chemin. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme, il faut que l'homme se remette en cause, qu'il sache, qu'il se dise que moi, comment on appelle ça? Moi, je ne suis que ce que étaient peut-être mes parents ou mes grands-parents. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.